Merci de nous suivre sur cette antenne. Voici les titres de ce journal. Les travailleurs de la justice en ordre de bataille, ils observent depuis ce matin une grève de 3 jours. Ces agents exigent du gouvernement le respect des engagements et plus d'indépendance de la justice sénégalaise. Ça sent le roussi à la foire internationale de Dakar. Les sinistrés de l'incendie du pavillon vert réclament toujours leur indemnisation. Ils fixent un ultimatum d'une semaine au gouvernement afin d'entrer dans leur fonds. La Suneor n'est plus, l'entreprise d'huilerie porte désormais le nom de Sonacos SA. Les membres du conseil d'administration espèrent avec ce changement rembourser la dette de plus de 50 milliards de francs CFA. Et enfin, la magistrate Seynabou Ndiaye Diakhaté, le nouveau chef de file de l'OFNAC. Elle remplace Nafingom Keïta à la tête de cet organe de contrôle. La classe politique apprécie diversement le bilan de cette dernière. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. On l'a appris cet après-midi, l'inspecteur des impôts, Ousmane Sonko, a été démis de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. Cette décision intervient à la suite d'une procédure disciplinaire enclenchée par le ministère de l'économie et des finances et exécutée par la direction générale des impôts et domaines. Cette suspension serait liée aux sorties très salées du leader du parti politique PASTEF contre le régime de Macky Sall. Le leader de PASTEF, Jean au téléphone, confirme l'information et compte ouvrir une large concertation avec son parti politique. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Je le disais en titre, le syndicat des travailleurs de la justice boude les tribunaux. Ils exigent le respect de leurs engagements. J'y arrive. Ils ont entamé une grève de 72 heures à compter de ce mardi. Les camarades de Maître Aïe Diop réclament la liberté de Dame Justice. Ces demandent au gouvernement de respecter ses engagements qu'il a pris pour la bonne marche de cette institution. Le Sud-Just l'a fait savoir ce matin au cours d'un face-à-face avec la presse et c'était en présence d'Aïssatou Diop Tall. C'est parti pour 72 heures de grève. Le syndicat des travailleurs de la justice Sud-Just compte paralyser le système judiciaire. Mouvement d'humeur pour exiger le respect des accords signés avec le gouvernement. Le tout dans le sens de résoudre efficacement une large frange des doléances des travailleurs de la justice. Les priorités étaient les points de revendication relatifs au statut et au plan de carrière des travailleurs de la justice, à l'amélioration des rémunérations par l'octroi d'indemnités et primes, à l'élargissement de l'assiette du fonds commun. Comment voulez-vous qu'un travailleur puisse être performant, puisse être efficace, si ses droits les plus élémentaires sont bafoués? C'est une question de dignité. Vous ne pouvez pas être performant si vous avez des questions de survie derrière vous. Prêt à aller au front, le Sud-Just n'épargne aucune forme de lutte. Toutefois, il invite le chef de l'État à réagir avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons décidé de nous battre pour la préservation et le respect de nos droits. Nous lançons encore un appel aux responsables, aux dirigeants, à la volonté politique incarnée par le chef de l'État. Nous lui demandons, puisque justement nous avons compris son message, nous lui demandons de nous aider à contribuer à l'avènement d'un nouveau service public, accessible pour tous, juste pour tous, mais performant également. Parce que le privé n'a pas plus de mérite que nous. Cette conférence de presse qui devait se tenir au sein du palais de justice de Dakar a été délocalisée dans les locaux du quotidien LAS. L'accès a été interdit aux journalistes par les responsables du tribunal. En voilà d'autres qui ne sont pas contents. Il s'agit des commerçants du pavillon vert de la foire internationale de Dakar. Ils sont dans tous leurs états. Ils réclament encore un dédommagement après avoir perdu presque toutes leurs marchandises suite à l'incendie ayant ravagé leur cantine au mois de décembre dernier. Ils soupçonnent une discrimination dans le traitement de ce dossier. Selon eux, des commerçants étrangers ont déjà bénéficié de leur indemnisation. Ces sinistrés fixent un ultimatum d'une semaine afin d'entrer dans leur fonds. Les précisions de Adiara Sissé. 7 mois après l'incendie qui a ravagé le pavillon vert lors de la foire internationale de Dakar, les commerçants sinistrés courent toujours derrière leurs indemnisations. Après avoir accepté un règlement à l'amiable de 60% de la somme déclarée, après avoir eu écho du paiement des Arabes, nous autres sinistrés sénégalais et africains
réclamons une indemnisation immédiate et sans délai. Une semaine, c'est l'ultimatum que ces sinistrés donnent à l'État pour entrer dans leur fonds, un combat acharné qu'ils comptent bien mener jusqu'à obtenir gain de cause. Nous allons nous opposer à toute organisation de foires et salons dans l'enceinte du CICES et porter à la connaissance de toutes les représentations diplomatiques dont les pays sont invités des risques et dangers qu'encourent les exposants de la foire. Devant le CICES qui leur a fermé ses portes pour tenir leur face-à-face avec la presse, ces derniers déplorent cette situation qui sonne à leurs yeux comme une discrimination. Ce que nous avait promis hier, c'est de faire le sit-in même à l'intérieur. Et à notre grande surprise, ils ont pris des mesures pour nous interdire d'accéder à l'intérieur même du CICES. Il confie toutefois que le directeur du CICES leur a promis de les recevoir pour qu'une solution soit trouvée au plus vite. Ces commerçants prennent l'opinion à témoin et n'excluent pas des actions de rue pour se faire entendre. Je le disais en début d'édition, la Sunéor porte désormais le nom Sonacos SA. Elle a été rebaptisée à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire. Les membres du conseil d'administration veulent à travers cette nouvelle appellation remettre l'ancien fleuron de l'industrie sénégalaise sur les rails. Actuellement, l'entreprise fait face à de nombreuses difficultés. Elle croule sous le poids d'une dette de plus de 50 milliards de francs CFA. Mansour Sow a assisté à la cérémonie de rebaptisation. À partir d'aujourd'hui, Sunéor est morte, vive Sonacos SA. C'est donc officiel, Sonacos SA prend le relais de Sunéor. Réunis en assemblée générale extraordinaire, les membres du conseil d'administration ont ainsi pris la décision de rebaptiser la première industrie agroalimentaire du Sénégal. Le nom de l'ancienne société leur rappelait trop de mauvais souvenirs. Et ils ont dit que pour l'ensemble des personnels de Sunéor et même particulièrement de ses partenaires, les producteurs, les acteurs, le nom de Sonacos était demeuré dans les cœurs. Et y compris même pour ce siège, quand vous dites à quelqu'un « je suis au siège de Sunéor », il a des difficultés à se retrouver. Avec un chiffre d'affaires de 94 milliards au tout début, cette entreprise, qui jadis faisait partie des fleurons de l'économie sénégalaise, croule aujourd'hui sous le poids des dettes, plus de 50 milliards de francs CFA. Situation qui inquiète au plus haut niveau les autorités. Aujourd'hui, en 2016, nous avons une société qui a un chiffre d'affaires qui dépasse à peine la dizaine de milliards, qui a un niveau d'endettement qui dépasse les 50 milliards, et qui emploie moins d'1 millier de personnes. L'or du Sénégal a ainsi baptisé Sunéor depuis 2005, année de sa privatisation au profit du groupe Advance. Aujourd'hui, cette entreprise qui fait face à de sérieuses difficultés reste dans le giron de l'État du Sénégal qui détient 99,70% des actions. Papa Dian et ses camarades comptent relever le défi de la restructuration et la relance de Sonacos SA. La nouvelle est tombée hier en début de soirée. Nafi Koïta a été débarquée à la tête de l'OFNAC plutôt. Elle a été remplacée par le magistrat Seynabou Ndiaye Diakhaté, aussitôt nommé. Nafi Koïta, durant son mandat, n'a cessé de traquer les patrons véreux. Cependant, nombreux ont été ceux qui voulaient la voir au chômage. Ndeye Fatim Lo nous relate le parcours de Nafi Koïta et dresse le profil de la nouvelle patronne de l'OFNAC. Dossier des plus véreux directeurs généraux de ce pays. Nafi Ngom Keïta avait créé la sensation en publiant son rapport 2014-2015, d'où ressortaient 320 plaintes, dont 114 par lettre, 11 par appel sur numéro vert, 34 par mail, 1 par l'application mobile et dénonciation déposée sur sa table. D'emblée, allait commencer une véritable cavale contre les mauvais patrons. En mai 2016, Nafi Ngom a franchi le Rubicon, annonçant l'ouverture d'une enquête contre Petrotim en juillet 2016. Elle demande le limogeage du directeur du COUD. Elle avait osé d'ailleurs accuser Cheikh Omar Anne d'empêcher l'exécution correcte de sa mission de vérification. Ces différentes actions et bien d'autres encore suffisent à prouver l'intransigeance de cette dame
que beaucoup voulaient voir au chômage. Aujourd'hui, elle vient de terminer son mandat à la tête de l'OFNAC. Le président de la République n'a pas jugé bon de la maintenir puisqu'il vient de nommer la magistrate Seynabou Ndiaye Diakhaté, ancienne doyenne des juges d'instruction au premier cabinet. Elle a eu à traiter des dossiers sulfureux, de celui de l'agression de Talla Sylla à l'affaire Jean-Paul Diaz, en passant par les dossiers Abdourahim Agne, Latif Gueye. C'est elle qui, en 2005, avait inculpé Idrissa Seck pour atteinte à la sûreté de l'État et à la défense nationale. Le placement sous mandat de dépôt en 2004 du journaliste Madiambal Diagne pour publication des rapports et documents strictement confidentiels. C'est elle aussi, magistrate de formation depuis 1989. Seynabou Ndiaye Diakhaté est l'épouse de Feu Cheikh Tidiane Diakhaté, ancien président du Conseil constitutionnel du Sénégal. Elle a tour à tour été 1990, 2003-2007, doyen des juges d'instruction au tribunal régional hors classe de Dakar, 2007-2013, avocate générale à la Cour de justice de l'UEMOA, 2013-2016, première avocate générale à la Cour de justice de l'UEMOA, depuis avril 2016, conseillère à la Cour suprême du Sénégal. Fatim Lo, vous l'avez dit, Nafi Ngom quitte la présidence de l'OFNAC après 3 ans passés à la tête de ce corps de contrôle. Son bilan est diversement apprécié par la classe politique. Toutefois, la ministre conseillère Zahra Iyane Thiam reste un bilan satisfaisant de son passage à la tête de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Lamine Ba du PDS, quant à lui, juge son exercice en deçà de ses attentes. Selon le libéral, aucune faute de gestion n'a été sanctionnée depuis la création de l'OFNAC. C'est un travail de Kodinjaï. Créé dans le but de lutter contre la malgouvernance, l'OFNAC boucle ce 25 juillet ses 3 années d'existence. Nafi Ngom Keïta quitte la présidence de ce corps de contrôle avec un bilan différemment apprécié par certains hommes politiques. La présidente sortante de l'OFNAC a eu à faire un excellent travail. Si je le prends dans le cadre de la vulgarisation de cette autorité qu'est l'OFNAC, si je le prends également dans l'appropriation par les populations de l'esprit même de ce que devrait être l'OFNAC, c'est-à-dire une structure de veille, d'alerte, d'anticipation. Cette affaire vient montrer que la CREI et l'OFNAC n'est qu'une juridiction de plus, qui ne peut pas faire ce que la Cour des comptes, l'IGE, ont fait. Donc, il faut repenser la chose. Ce n'est pas un problème d'institution nouvelle, mais c'est un problème d'état d'esprit de nos gouvernants. L'OFNAC a épinglé des fautes de gestion qui restent jusqu'ici sans suite judiciaire. Le temps de la justice n'est pas celui des politiques, dira ce responsable de l'Alliance pour la République. Le temps de la justice n'est pas le temps de l'exécutif ou le temps du commun des citoyens comme je suis. Je pense que nous devons faire confiance en notre justice qui nous a montré par plusieurs fois qu'elle était à même d'exécuter son travail comme il le fallait. Ce que j'ai déploré quand même, c'est que des informations soient rendues publiques et que le débat puisse se mener de manière publique. Je pense que c'est ce qui conduit au fait que d'aucuns pensent que les dossiers ne sont pas traités. De l'avis de ces responsables libéraux, le régime du président Macky Sall n'est pas soucieux de la bonne gouvernance. Où sont les dossiers qui ont été commandités par Watt? Où sont les dossiers que l'OFNAC a traités depuis 2000, depuis sa création? Que sont devenus ces dossiers-là? Qu'est-ce que la justice a encore fait? Absolument rien, si ce n'est que du bruit médiatique. Le pouvoir ne veut pas la bonne gouvernance. Dans ce pays, cette affaire de bonne gouvernance ne tient qu'au discours. Nafi Ngom Keïta s'en va, laissant le fauteuil à Seynabou Ndiaye Diakhaté, une personnalité qui n'est pas un terrain inconnu, car ayant géré de gros dossiers, elle a tout de même du pain sur la planche, car sa nomination intervient dans un contexte de déballage tous azimuts. Intéressons-nous à présent aux personnes qui meurent chaque année sur leur lieu de travail, une situation qui hante le sommeil du Conseil national du patronat. C'est dans ce sens qu'un atelier d'échange et de partage a été organisé en banlieue dakaroise. Objectif, définir les stratégies à mettre en place pour lutter contre ce fléau. Abdoulaye Wanyanga était sur place. De nombreux accidents de travail sont notés chaque année dans des entreprises sénégalaises. Cette situation préoccupe le Conseil national du patronat. C'est dans ce contexte qu'un atelier d'échange et de partage a été organisé en banlieue. L'objectif était de se pencher sur la question afin de réduire le nombre de victimes sur les lieux de travail. Nous avons à protéger et notre entreprise et les populations environnantes. Pour autant que l'entreprise adhère au MAS, l'entreprise devra répondre aux critères en termes de rejet, en termes d'impact, en termes de tout ce qu'il faut
non seulement juste concernant son entreprise, mais concernant aussi son environnement. Pour ce faire, il faut l'appui de l'État du Sénégal à travers ses démembrements. C'est ainsi que la Caisse de sécurité sociale a décidé d'accompagner les chefs d'entreprise dans leur lutte. Que l'État est plus que prêt à accompagner ces initiatives. Le nombre de victimes a d'ailleurs connu une baisse considérable avec les efforts consentis dans la sensibilisation. Mais déjà au Sénégal, on est à 1700 accidents déclarés. Donc il y a des non déclarés. Quand on sait que le MAS peut arriver à diminuer par 3 le nombre d'accidents de travail. Mais c'est une démarche qui nous engage, nous sommes tous intéressés. Les accidents de travail ne cessent de faire des victimes. Plusieurs personnes perdent la vie chaque année sur les lieux de travail. Conscient de la gravité de la situation, le Conseil national du patronat a décidé de mener le combat pour mettre un terme à ce phénomène. Un monde de santé dans ce journal. La division de la santé scolaire du ministère de l'Éducation nationale se mobilise pour éradiquer certaines pathologies qui freinent l'apprentissage des élèves dans les écoles publiques et coraniques. Cette cellule a organisé un cadre d'échange avec les différents acteurs afin de sensibiliser davantage les populations des activités liées au déparasitage et au dépistage des maladies liées à la vision. L'opération cible les régions de Louga, Kaolack et Ziguinchor. La correspondance de Mamadou Diop. Pour mieux repositionner la santé scolaire au ministère de l'Éducation nationale, les responsables de la division santé scolaire comptent développer plusieurs stratégies pour arriver à mener beaucoup d'activités de santé dans les écoles. C'est un atelier pour chercher d'autres sources de financement nous permettant d'institutionnaliser davantage les activités de santé scolaire au niveau de l'école. En partenariat avec SAC Serveuse, le BCD, nous allons dérouler des activités de déparasitage et de dépistage de vis de réfraction au niveau de la région de Louga. Les régions de Louga, Kaolack et Ziguinchor sont les zones ciblées pour dérouler ces activités. Nous avons pu négocier avec SAC Serveuse, à part de la région de Louga, surtout la commune de Louga, nous avons pu trouver le financement pour étendre cette activité au niveau de la commune de Kébémer, au niveau de la région de Ziguinchor et au niveau de la région de Kaolack. Et à la suite de ce dépistage, nous allons offrir des lunettes à tous les enfants, effectivement, qui auront des troubles de la vue. Le ministère de la Santé ne veut pas être en reste. Ses responsables promettent un accompagnement efficace pour la réussite du projet. Donc ce projet qui vise l'amélioration de la santé des enfants sera fortement appuyé dans sa mise en œuvre par le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui mène depuis plusieurs années des activités de déparasitage en milieu scolaire, mais aussi de dépistage des troubles de la vue chez les apprenants. La division de la santé scolaire du ministère de l'Éducation nationale aura également le soutien des ONG tels que SideSaves et Partnership for Child Development. Les différents acteurs sont en atelier de sensibilisation à la saumon dans le département de Mbour. Les participants seront capacités dans la mise en œuvre des activités de santé et de nutrition à l'école, particulièrement le déparasitage et le dépistage des troubles de la vision. Dakar va accueillir sous peu la conférence internationale de préfiguration du Musée des civilisations noires. C'est prévu du 28 au 31 juillet prochain. 47 participants venus de divers horizons et plusieurs nationalités sont attendus. Un budget de 200 millions de francs CFA a été mobilisé. Toutefois, le recteur de l'UCAD et le directeur de l'IFAN ont tenu à apporter des éclairages sur un supposé transfert d'objets d'art vers le nouveau musée, suivant respectivement les explications d'Ibrahim Thioub, recteur de l'UCAD, et Amadi Bokoum, directeur de l'IFAN, au micro de Ndeye Fatim Lo. Si des biens appartenant à l'université sont menacés, le premier responsable, c'est l'Assemblée de l'université, dont je suis le président. Donc, à la limite, c'est à moi que le courrier aurait dû être adressé si on est dans les normes universitaires. Aucun objet du musée d'art africain n'a été à ce jour transféré au musée des civilisations noires. Et aucune demande formelle n'a encore été formulée. Ceci dit, ça arrivera certainement. Et je vous signale qu'au moment où nous parlons, l'Égypte vient de mettre à la disposition du Sénégal
62 objets originaux du musée du Caire. Je pense qu'il faut arrêter de perdre son temps sur des conjonctures parce qu'il n'y a absolument rien d'exact dans cette affaire-là. Les propos du recteur de l'Université de Dakar et ceux du directeur de l'IFAN ont été recueillis par Fatou Bintou Diagne. Après le lancement de l'opération de retrait des enfants de la rue, le gouvernement se penche sur le cas des handicapés mendiants. 11 d'entre eux ont été interpellés pour mendicité sur voie publique la semaine dernière. La rédaction de DTV a fait un tour en centre-ville pour recueillir l'avis des citoyens sur cette question. Certains soutiennent que ces handicapés doivent être libérés. Toutefois, ils estiment qu'ils doivent bénéficier de mesures d'accompagnement. Le sujet est signé Lustina Sagna. Dans le cadre de la lutte contre la mendicité, 11 handicapés ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt vendredi dernier. Une situation qui ne laisse pas indifférents les citoyens. Ceux rencontrés invitent l'autorité à libérer ces personnes vulnérables. Au Sénégal, 92% c'est des musulmans. Et les gens mettent en tête que la religion musulmane, le fait que de sortir de l'anonyme, ça te fait du bien. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, moi je dirais qu'il fallait qu'on prenne des jours pour les handicapés. Par exemple, le jeudi et le vendredi, on les laisse librement faire leur manianté. Il faut les organiser, quoi. C'est mieux de les amener en prison. Je demande à Macky Sall de pardonner ces handicapés. La leçon a été bien comprise. C'est sûr que désormais, ces handicapés prendront cette mesure au sérieux. Parmi les handicapés, il y en a qui sont en mesure de travailler. Ces derniers doivent faire des efforts. Personnellement, je ne suis pas pour l'arrestation des handicapés. Conscient que la mendicité ternit l'image de la capitale, ces commerçants du marché Sandaga proposent des solutions. On vit dans un pays à majorité musulmane. Et donner de l'aumône fait partie de notre tradition. Donc il y a des donneurs et des receveurs. Ne serait-ce que pour ça, le gouvernement doit organiser le secteur de la mendicité et permettre aux handicapés de faire la manche au moins une fois par semaine. Et le vendredi, pourquoi pas. Ceux qui ont des handicaps les permettant pas de travailler doivent être encadrés et subventionnés. Après ces mesures d'accompagnement prises, s'ils continuent de mendier, là, il faudra les sanctionner. Les 11 handicapés mendiants interpellés pour mendicité sur la voie publique ont passé leur première nuit en prison hier et seront jugés ce mercredi. Vous l'avez certainement remarqué, le ciel a commencé à ouvrir ses vannes. À Ranyoff, les habitants vivent sous la hantise des inondations. Pourtant, le canal censé évacuer les eaux de pluie a été curé il y a moins de 2 mois. Aujourd'hui, ces tuyaux sont obstrués à cause du sable et des ordures. Les populations trouvent que le système mis en place n'est pas approprié et n'a aucun rendement. Ils préviennent le gouvernement et l'invitent à prendre ses responsabilités. C'est un reportage de Ababakar Sadertop. Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on. Mais à Grand Yoff, après la pluie, c'est le désastre total. Quelques petits millimètres de pluie et bonjour les inondations. Ce canal, malgré le curage, en est la cause principale selon les populations. C'est pas bon pour Grand Yoff parce qu'il faut que l'État cherche des solutions pour le débouchage des tuyaux. Si jamais il pleut, l'eau va inonder nos maisons et ça ne nous arrange pas. Le mieux pour Dakar actuellement, c'est que l'État s'engage à revoir systématiquement le plan d'aménagement des canaux parce qu'il date de l'ère coloniale. À tout moment, il peut s'effondrer. Je me demande même si les autorités maîtrisent l'itinéraire des tuyaux. Il faut un nouveau plan d'aménagement. Les habitants de Grand Yoff se plaignent. Ils implorent le gouvernement à trouver des solutions idoines pour eux. Le système de curage est un échec. Des fois, ce sont les habitants qui y déposent des ordures. Ainsi, les tuyaux sont bouchés. Il faut que l'État s'engage à trouver des solutions. Si on le laisse comme ça, c'est risqué pour nous habitants. Même pas 2 mois après le curage de ce canal, il est aujourd'hui rempli de sable, de débris et d'ordures. Les tuyaux bouchés empêchent l'eau de pluie d'être évacuée. Conséquence, après chaque pluie, l'eau se déverse dans les rues et les maisons, au grand malheur des populations.
Nous changeons de registre. Le gouvernement a décidé d'octroyer aux élus locaux des véhicules afin de leur faciliter le travail. Après un premier lot déjà remis, 400 autres véhicules d'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA seront remis par le président acquis de droit. Le ministre de la Gouvernance locale invite les élus locaux à en prendre soin. Ndeye Fatim Lo était sur place. Ces 400 véhicules pourront faciliter le travail des élus locaux, surtout ceux des zones rurales. Ils pourront assister davantage la population. Le véhicule est un moyen de travail important pour un exécutif local parce que le travail de maire est un travail de proximité, c'est un travail de terrain. Quand on n'a pas un moyen de locomotion, on l'exerce difficilement. Les populations qui désormais avec ces moyens-là verront effectivement de manière permanente leur maire, surtout dans les zones rurales où les villages sont assez éclatés, assez, j'allais dire des fois, éloignés du centre de la commune. Donc quand un maire n'a pas de véhicule, il gère difficilement sa collectivité locale. Après un premier lot de voitures déjà remis aux collectivités locales, ces voitures tout-terrain climatisées viennent d'arriver. Le service après-vente sera géré par le TSE. C'était pas facile au début parce que quand on a postulé, on avait gagné, mais le dollar était en hausse avec des recours et tout ça. Il y a des garanties là-dessus. À partir, je pense, de 50 000 km, il faut qu'ils viennent, qu'on fait des vidanges, des visées, tout ça. Donc on a mis une disposition pour ces véhicules et des pièces détachées aussi. Le président de la République va remettre d'ici peu ces voitures aux élus locaux. Pour l'heure, leur ministre de tutelle les exhorte d'être vigilants sur l'entretien de ces moyens de transport. Direction le sud du pays, le village de Moulombe, situé dans le département du Bignona, s'apprête à accompagner ses enfants dans le bois sacré. Une initiation appelée Boukout. Les rencontres préliminaires ont commencé depuis plusieurs mois. La cérémonie est prévue le 30 juillet prochain. Mambinte Diata nous plonge dans l'univers du bois sacré de Moulombe. Regardez. Les habitants du village de Moulombe ont fini de prendre congé de leur tenue vestimentaire moderne pour s'habiller comme le veut la tradition. Les pains noués autour du bassin et à l'entrejambe, d'une façon apparentée au guimpe des lutteurs, des bandes de pain clichés et des perles en bandoulière. Bref, c'est tout cet arsenal de costumes et d'accessoires qui fait l'identité du futur initié appelé Ambatche. Nous avons été initiés en 1980 et voilà que les autres là seront initiés en 2016. Ce qui veut dire qu'il y a 36 ans d'intervalle. C'est une manière d'éduquer ces enfants pour que demain qu'ils soient responsables d'eux-mêmes. Le Diola, tant que vous n'êtes pas parti au bois sacré, vous n'êtes pas complet. En pays Diola, le Boukout est un passage obligé pour tous les hommes. À Moulombe, par exemple, aucun homme ne peut se marier sans être initié. Le Boukout est un mystère pour les non-initiés et un secret pour les initiés. Alors cette année, ils vont être délibérés et après la circoncision, après les événements, ils auront droit à une femme. Et nous invitons tous les Sénégalais, tout le monde entier à venir découvrir la grande fête qui appartient à notre culture de l'Afrique. C'est important de venir voir. Le Boukout est aussi une grande fête qui mobilise beaucoup de moyens. On constate la construction de nouvelles maisons pour loger les membres de la famille qui reviennent au bercail. Je viens de Paris, je vis en France. On est là pour célébrer une cérémonie. Cette cérémonie-là, ça arrive une fois dans 30 ou 40 ans. Il y a des gens qui arrivent à le faire en même temps que leurs enfants, d'autres même avec leurs petits-enfants. Aujourd'hui, ça nous appartient. On est venu pour ça, uniquement pour ça, rien d'autre. Les dispositions sont prises au niveau du village pour l'accueil. Nous souhaitons à ce que tout individu descendant à Moulombe arrive dans de bonnes conditions et soit accueilli dans les meilleures conditions et reste dans ce village sans aucun problème. La danse, un élément important dans le Boukout. Hommes, femmes, enfants se retrouvent pour sacrifier à cette épreuve avec des chansons galvanisantes. « 36 ans après, le village de Moulombe va initier 2 générations en une édition le 30 juillet prochain. Il accueillera les nombreux férus de la culture qui viendront des 4 coins du Sénégal et de la diaspora.
De sport pour terminer, c'était l'un de ces sujets phares de campagne. Désormais installé à la tête de la FIFA, Gianni Infantino compte tout mettre en œuvre pour obtenir en 2026 un mondial avec 40 pays, une augmentation du nombre de places pour l'Afrique. Ainsi de 5, le quota du continent noir devrait passer à 7 équipes. Les détails avec Sambou Biaki. La FIFA va porter à 40 le nombre des équipes participant à la Coupe du monde de football à partir de 2026, avec 2 places supplémentaires pour l'Afrique, a annoncé son président Gianni Infantino. Il avait promis, avant d'être élu président de la FIFA en février dernier, d'augmenter l'effectif de 32 équipes disputant le mondial. 5 places sont actuellement réservées à l'Afrique à la phase finale de la Coupe du monde. Ma proposition, dit-il, est de faire venir 40 équipes. Je propose, quand on atteindra ce nombre, que 2 places supplémentaires au moins de la FIFA. Il est accusé d'être au cœur d'un conflit d'intérêts portant sur l'utilisation de jets privés par des agents de la FIFA. Gianni Infantino est également mis en cause dans une affaire de surfacturation de matelas, de fleurs et d'autres objets achetés par l'organisation qu'il dirige. Si les accusations sont fondées, une enquête doit être ouverte. Et Gianni Infantino risque une suspension pouvant aller jusqu'à 90 jours s'il est fautif. Sambou Biagui, nous restons avec vous et c'est pour parler du transfert de Kalidou Koulibaly. Il devrait s'engager avec Chelsea. Le sélectionneur de cette équipe pense que le défenseur central de Naples et des Lions du Sénégal constitue une priorité. Le Sénégalais pourrait faire ses valises lors des prochaines semaines. On fait le point. Selon les déclarations de l'agent de joueur Bruno Santin, l'avenir de Kalidou Koulibaly s'écrit loin de Naples. Approché en vain pour empiler, le Sénégalais pourrait faire ses valises lors des prochaines semaines. Le représentant du Lion de la Teranga a confié que l'ancien médecin refusait de prolonger son bail et voulait partir dès cet été. Cependant, Kalidou Koulibaly ne devrait pas renforcer un rival direct du Napoli. Il aurait des touches en Premier League. Everton est intéressé, mais Chelsea est le club le plus pressant. On t'a annoncé à Chelsea où Antonio Conte en avait fait sa priorité défensive, le transfert du joueur formé à Metz met du temps à se concrétiser. Les Blues avaient pourtant proposé 40 millions d'euros pour s'attacher les services de Koulibaly début juillet. Mais selon les informations de l'édition du mardi du quotidien italien, la Gazzetta dello Sport, le club du président Armio de Laurentiis aurait néanmoins fixé la barre à 45 millions d'euros pour éventuellement lâcher celui qui a été recruté à 7,75 millions d'euros il y a 2 ans. Kalidou Koulibaly est sous contrat à Naples jusqu'en 2019. Et c'est ce qui met en terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Ndakaaru commencé na taw nawet bi ñëw na suñu xel dem ci paludisme looloo tax tey ñuy waxtaane feebar boobu dal leen ak jàmm ci seen émission SOS santé balaa ñuy def dara dañuy dem seetaani élément bi nga xam ne ni suñu ndaw defal nañu ko ci wàllum sibiru fële ca zone de captage. de captage ab gox boo xam ne nit ñi dañ fay gën di ñëw di dëkk si ci digg gox ba ñu def fa ab bassin boo xam ne moo jur seen jàngoro bi gën a rëy muy yooyu. am nañ fi 7 ans wàññeekuwul benn yoon dafa gën a yokk waaw ndax ñax mi ci canal bi ak ndox mi moo tax yooyu duñ dem. bu tàngee doo mën